la littérature est, par essence, par nature, décontextualisée, hors lieu, hors temps. Parce qu'il est hors de question d'écrire lorsqu'on est engagé corps et âme dans l'action, dans le réel, au présent. Monsieur Pierre Bergogneau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un endroit qui est très propice à la réflexion, je pense. On s'y sent très bien chez vous, donc merci à nouveau d'accueillir Language Engineering chez vous. Alors, première question classique, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ? Eh bien, je sors de la vieille Corrèze, qui est un département du sud-ouest. Je suis venu enseigner en région parisienne pendant 40 années. Je suis désormais retraité. Alors, qu'est-ce que vous avez enseigné ? Le français en collège et puis ce que je voulais aux Beaux-Arts de Paris. D'accord. Bon. Alors aujourd'hui, on va parler de langage, tous les deux. Oui. Et c'est quelque chose qui vous est cher, j'imagine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a attiré vers cet objet, vers cette affaire qu'est le langage ? C'est notre commun partage, c'est notre principale faculté, c'est ce qui nous distingue catégoriquement de tout ce qui respire, de tout ce qui vit. Nous sommes l'espèce symbolique par excellence et nous usons continuellement du langage, ici même, à cette heure, en ce lieu. Alors, dans votre dernier ouvrage, qui s'appelle Le corps de la lettre, vous en parlez bien. Et vous parlez donc de textes, de langage, de livres et de lettres. Donc ça va être un de nos sujets aujourd'hui, la lettre et l'alphabet. Donc on y découvre l'histoire de l'alphabet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui ? Il a à peu près 3000 ans d'âge. C'est une invention des Grecs, enfin plus exactement, c'est une invention des Phéniciens, c'est-à-dire des habitants de l'actuel Liban, revue, corrigée, perfectionnée au sens premier du terme par les Grecs, et qui est parvenue jusqu'à nous par l'entremise des légions romaines vers la fin du 1er siècle avant notre ère. La chose est revêtue d'un caractère si achevé, si parfait, que nous n'y avons pas touché, nous n'avons rien ajouté, rien retranché à cette acquisition décisive que constitue l'alphabet. Alors en quoi est-ce que cet alphabet est parfait, comme vous venez de le décrire ? Je sais que pendant nos conversations préliminaires, vous m'avez parlé du redoutable, du caractère redoutable de notre alphabet. Alors peut-être qu'en comparaison aux autres, il est plus efficace. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? C'est tout simple. Il y a un son pour chaque caractère, et à tout caractère correspond un son. Le défaut dont souffraient les alphabets sémitiques phéniciens tenait à ce qu'ils étaient exclusivement consonantiques. Ces hommes avaient parfaitement saisi le caractère squelettique, si on peut ainsi parler du langage, mais ils n'avaient pas songé à lui donner ce qu'on pourrait appeler la chair vocalique des voyelles. Ce qui fait qu'un doute subsistait sur ce qu'avait réellement voulu dire l'auteur. Les Grecs ont nettement perçu cette insuffisance et ils ont utilisé des caractères phéniciens qui étaient sans répondant dans leur langue, en grec, pour fabriquer des voyelles et les ajouter aux 2 dizaines de consonnes qu'ils avaient touchées du Moyen-Orient. J'emploie un bien grand mot, c'est un transcendantal historique, quelque chose qui a été inventé à un moment déterminé, à un lieu donné, mais qui semble avoir vocation à durer jusqu'au fin fond de l'éternité. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a, avec aussi peu de lettres, qu'on peut évoquer ou qu'on peut parler de choses très complexes. En un mot commençant, de tout. Il n'est rien, absolument rien, qui échappe à la poignée d'un caractère que nous ont légué les siècles du 9e ou du 8e siècle avant Jésus-Christ. Je tiens que c'est l'acquisition la plus décisive de l'humanité.
rien ne passe l'importance, c'est-à-dire les conséquences de cette révolution, dans la révolution qu'a constitué l'invention de l'alphabet. Bon, la première invention, c'est bien évidemment l'écrit, les signes généralement analogiques ressemblant à la chose qu'ont inventé pêle-mêle les Mésopotamiens, c'est-à-dire les devanciers des Irakiens actuels. Les Chinois ont suivi à peu de temps de là avec leur système idéogrammatique, mais l'un comme l'autre de ces deux systèmes de notation souffraient de leur poids, du nombre invraisemblable de caractères dont ils étaient composés. Et ça a été le génie des Phéniciens que de détourner les yeux du spectacle des choses pour concentrer leur attention sur les sons, sur la parole. On se détourne du monde pour faire en quelque sorte retour sur nous-mêmes. On fait abstraction de la chose pour ne prêter plus d'attention qu'au souffle articulé. On note la voix. Et dans l'instant même, le nombre de caractères qui était de plusieurs milliers ou de plusieurs dizaines de milliers se trouve réduit à la vingtaine de sons sur lesquels roule toujours partout la parole. D'accord, donc ça peut expliquer aujourd'hui qu'on voit en Asie notamment, au Japon, en Chine, des jeunes sur leur smartphone qui utilisent un alphabet romain et non pas un alphabet qui n'est pas en fait pratique. Quoi. Oui. Les civilisations extrême-orientales, la Chine, le Japon, sont confrontés à un dilemme historique. D'un côté, rester fidèles à des systèmes de notation très, très archaïques, analogiques, coûteux, il faut une éternité, enfin des années et des années, avant de se rendre à peu près le maître de ces idéogrammes, ou bien passer du côté de l'Occident, c'est-à-dire de la notation alphabétique, et se simplifier extraordinairement la vie. S'il n'est pas véritablement possible d'écrire le chinois avant de posséder 5000 caractères. L'effort qui est demandé à un petit chinois est 250 fois supérieur à celui qui est exigé d'un petit européen qui utilise l'alphabet. J'ai vu une fois dans ma vie un japonais hésiter devant un caractère qui lui échappait. J'ai admiré la rapidité avec laquelle il effectuait toute une procédure d'identification qui lui permettrait d'être fixé. Il n'en demeure pas moins qu'il lui fallait un certain temps, alors que même si nous ignorons le sens d'un mot, nous le lisons immédiatement. Il nous dit tout de suite son nom, puisqu'il est fait de l'un quelconque ou de quelques-uns quelconques des caractères de l'alphabet. Ça a été une simplification prodigieuse. J'ai lu, il y a bien longtemps déjà, sous la plume d'un anthropologue canadien d'origine anglaise qui s'appelait Eric Havelock, que si à un certain moment, l'Europe, qui était à la traîne depuis de nombreux siècles, depuis 1500 ans, a rattrapé et dépassé la Chine en tant que foyer principal de la civilisation, cela tenait à ce que la Chine, à un moment donné, s'est trouvée entravée par ce système idéogrammatique extraordinairement complexe qu'elle avait élaboré à peu près 3000 ans plus tôt, au lieu que les Européens avaient à leur disposition, d'une part l'alphabet, et d'autre part le système numérique indo-arabe. Ce qui facilite prodigieusement la vie des gens, parce que lorsque, par exemple, vous vous servez de l'écriture alphabétique, la part que vous donnez aux médiums, aux moyens dont vous vous servez est réduite. Ils sont si peu nombreux qu'ils n'exigent pas un grand effort d'attention. Toute votre attention est concentrée sur l'objet, qu'il s'agit de dire, d'énoncer, de décrire, d'expliquer. Au lieu que celui qui a 5000, 10 000 idéogrammes en l'esprit devra toujours concéder une part relativement importante de son attention aux moyens dont il se sert pour parvenir à cette fin que tous, autant que nous sommes, nous nous assignons, qui est de comprendre le monde auquel nous faisons face par le moyen des caractères écrits. Sans parler des probables différents dialectes en Chine. Oui. Et puis des différences géographiques, topographiques qui influencent le langage. Bien sûr. L'intérêt néanmoins de cette écriture idéogrammatique, c'est qu'elle est comprise de tout le monde.
Un Chinois du Nord, du fait de la dialectalisation, ne comprend pas un Chinois du Sud. Ils parlent à la limite des langues différentes, mais ils utilisent tous le même système idéogrammatique, ce qui fait que si ces deux Chinois sont mis en présence l'un de l'autre et constatent qu'ils ne se comprennent pas, il leur suffit d'attraper un bout de papier, de noter ce qu'ils ont à se dire pour se comprendre immédiatement. Chose curieuse, l'écriture chinoise, ce type d'écriture, sert de koiné, comme on dit, c'est-à-dire de langue commune. Quand la langue chinoise étant encore très dialectalisée, on ne peut pas se comprendre en recourant au moyen le plus commode qui soit pour ce qui nous concerne, nous, Européens ou Français, à savoir la langue que nous avons apprise à l'école de la République une et indivisible, et l'air atmosphérique qui lui sert de support. D'accord. Bon. Dans votre livre, vous parlez tout au long du corps de la lettre. À nouveau, on parle du corps de la lettre. Je sais que vous avez une revue qui a été publiée il y a quelques temps. Donc on parle du livre précédent. Oui. C'est que vous en avez écrit plusieurs. Donc là, on parle du corps de la lettre. Oui. Vous parlez d'une petite anecdote concernant la forme des lettres. Oui. Alors par exemple, pourquoi un A a-t-il la forme d'un A? Pourquoi est-ce qu'on écrit le A de cette manière-là? Alors, vous en êtes redevable aux sémites occidentaux, à des gens qui vivaient vers 1500 avant Jésus-Christ, 1200. On n'est pas tout à fait sûr de les avoir identifiés. Il se peut que l'invention de l'alphabet que vous utilisez journellement soit due soit à des esclaves juifs et égyptiens qui travaillaient dans le désert du Sinaï, on a retrouvé des inscriptions, soit aux Phéniciens. Toujours est-il que ce sont les uns ou les autres qui ont eu l'idée, allons-y, sacrilège, criminelle, géniale, de noter non plus des choses, mais des sons. Vous savez aussi bien que moi, étant homme, quelle impérieuse séduction exerce sur nos yeux et de là sur nos esprits et dans nos cœurs le spectacle du monde, l'éclat prodigieux des choses qui nous environnent. Et lorsque d'aventure on prétend écrire, on va spontanément mimer les choses. Nos signes seront en quelque sorte des pictogrammes, des dessins où nos semblables reconnaîtront plus ou moins la chose à laquelle nous nous référons. Seulement, les choses sont en nombre presque infini. J'ai lu je ne sais où, il y a également bien longtemps, que peut-être bien que le système idéogrammatique chinois comportait 80 000 signes, et qu'il se trouvait génération après génération une pincée de mandarins pour s'enorgueillir de les connaître tous. Oui, seulement ils étaient à peu près nonagénaires lorsqu'ils venaient à bout. Et oui, de s'être assimilé cette connaissance monstrueuse, ils mouraient et n'auraient donc jamais eu l'usage de ce moyen énorme, dévorant, qu'ils s'étaient appropriés. Donc, il se trouve des hommes vers le milieu du 2e millénaire avant notre ère pour décréter qu'ils ne vont plus se référer aux choses, ils ne céderont plus à leur séduction, ils vont noter la voix, le souffle articulé de la parole. Ils ferment les yeux sur le monde et par une sorte de réversion ou de révulsion du regard, s'inquiètent de ces sons que nous modulons avec l'extrémité de notre appareil à la fois respiratoire et digestif. Mais il faut néanmoins noter ces sons. Alors, comment faire? Eh bien, c'est tout simple. On va, par convention, associer un son à une chose. Alors, dans toutes ces sociétés primitives, esclavagistes, le symbole de la richesse, c'est le bétail. Curieusement, on retrouve ça aujourd'hui dans le mot français « capital », qui vient de caput, capitis, la tête, sous-entendu la tête de bétail. On a encore une expression dans le sens, c'est obscurci, avoir un bœuf sur la langue, pour dire de quelqu'un qui ne veut pas parler. Oui, bien sûr,
C'est comme si on avait déposé une pièce de monnaie. Portant une tête de bœuf sur sa langue, dans sa bouche, on a acheté son silence. Donc imaginez, nous sommes quelque part au Moyen-Orient, vers le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Vous y êtes? Oui, oui, très bien, ça devient très clair. Et ces esprits révolutionnaires ont décrété qu'ils allaient noter les sons. Mais comment figurer les sons? Leur regard se porte sur les jardins, les pâturages, et retient immédiatement les bêtes pacifiques, les bœufs. Et on va convenir que le son A, qui est le son médian, sera symbolisé par une tête de bœuf. Si, une éternité plus tard, on examine, en faisant abstraction de notre premier réflexe, qui est de proférer le son A, la lettre A majuscule, on voit bien que c'est une tête de bœuf renversée. Les jambes sont les cornes, et le triangle délimité par le sonnet, c'est la tête. Ces mêmes hommes, ces mêmes sémites occidentaux doivent passer ensuite aux consonnes B. Eh bien, il y a des maisons là, à toit plat, à un étage. Le toit plat servait à faire sécher des récoltes. Beth, Bethléem, le prénom Bethsabée, la maison. Donc on va dessiner une maison pour symboliser le son B. Lorsque nous voyons la lettre B, nous ne pensons plus du tout à une maison, nous entendons simplement retentir le son B, ce qu'on appelle une labiale. C'est Gimel, c'est le coup flexueux d'une chamelle. Des Dalet, c'est la porte. Les objets familiers ont servi à noter les sons et se sont trouvés dépouillés par le fait de la valeur analogique qui aurait pu, qui pourrait s'y attacher. C'est une avancée capitale. Je demeure, à mon âge, émerveillé de l'audace intellectuelle de ces hommes qui ont secoué en quelque sorte le joug, la tutelle de nos sens, de la nature, pour faire retour en quelque sorte sur eux-mêmes, s'aviser de ce que le langage était leur fait, et prendre le parti de le noter tel qu'il est, c'est-à-dire un certain type d'onde sonore que nous produisons par le jeu combiné de la langue, des lèvres, du pharynx. Pour rebondir sur votre réponse, donc on parle de langue, on parle de lettres, de linguistique. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de Ferdinand de Saussure et de sa théorie générale de la linguistique, sans compliquer la chose. Il est difficile de n'être pas difficile. Saussure est cet homme, ce savant, ce linguiste, qui a eu l'intuition du caractère essentiellement relationnel des faits symboliques. Tous autant que nous le sommes, l'avons toujours intensément senti, obscurément su. Il n'est pas de langue qui ne témoigne de cette intuition. On parle à peu près 5000 langues sur la Terre. Lorsqu'on les considère sous le jour où Ferdinand de Saussure nous a invités à les regarder, tout s'éclaire. Et on constate qu'il y a une sorte de génie linguistique universel. Tous les hommes, avec une prodigieuse économie de moyens, avec une intuition perçante, pénétrante, perforante, de ce que c'est que de communiquer par la voie des signes, ont mis au point des systèmes qui ont tous en commun, si dissemblables soient-ils, d'épuiser la totalité des situations, aussi bien du côté extérieur dans le monde, que du côté intérieur, là où nous sentons, pensons, souffrons, espérons. Saussure dit une langue est un système relationnel. C'est une entité de dépendances internes.
Deux exemples tout simples. Il n'y a de je que pour un tu, et le tu présuppose le je. Et comme en tiers, il y a le il, la troisième personne, ou la non-personne. Un exemple cruel. Quand je voulais blesser un de mes élèves, lui faire de la peine, le meurtrir, je m'adressais à lui, à la troisième personne. Il, ah bon, il n'a pas fait son travail. Et je notais que c'était des gamins et des gamines de 13-14 ans. Combien instantanément ils se sentaient atteints par cet emploi de la non-personne. Je les dépouillais d'une partie de leur humanité. Je leur signalais, rien que par le recours à cette personne tierce, qu'ils étaient en quelque sorte déchus de la relation de réciprocité, où j'engage tout interlocuteur lorsque je dis je et que automatiquement il devient tu, la réciproque jouant naturellement. J'ai un autre exemple que je trouve très délicieux, quoiqu'apparemment il soit extrêmement alambiqué. Rien ne passe la rigueur, la beauté, la perfection du système verbal de la langue française. Et il comprend 95 variantes. Quand vous dénombrez les éléments du tableau de conjugaison, vous arrivez au nombre de 95. Vous vous dites que de complication, non. Non, il est d'une simplicité extraordinaire et il sature la totalité des expériences possibles. Rien ne peut arriver que vous ne puissiez le dire. Vous avez à votre disposition depuis très longtemps un système linguistique, un système verbal qui interdit au monde, aussi bien intérieur qu'extérieur, de vous prendre en défaut. Au nombre des choses que je me rappelle du temps où j'enseignais, l'émerveillement de mes petits élèves, découvrant premièrement qu'ils possédaient à la perfection ce système. Des locuteurs indigènes, mes petits élèves, ne se trompent jamais. Nous ne nous trompons pas lorsque nous sollicitons l'air ambiant pour lui confier des significations. Celui qui nous écoute comprend immédiatement ce dont nous lui parlons et toutes les nuances qui peuvent s'attacher à la nature, par exemple, de l'action dont on entretient. C'est le jeu des relations qui façonne en quelque sorte les éléments que nous engageons dans les interactions verbales. L'avancée saussurienne, c'est ça. Il se sert à un certain moment d'un exemple que je vais trouver particulièrement éloquent, afin de nous aider à saisir mieux ce qui gouverne cette abstraction qu'on appelle le langage. Il se réfère au jeu d'échecs. Il prend le jeu d'échecs, par exemple, il dit, mais peu importe que vos pièces soient en bois, en corne, en ivoire, ce qui compte, ce n'est pas leur substance, la matière dont elles sont extraites, c'est la nature des rapports dans lesquels elles peuvent entrer. Rapports hiérarchiques, égalité, etc. Et il est très vrai que nos langues, enfin les langues dites naturelles, ont à voir avec le jeu d'échecs. Il importe peu que nous ayons la voix grave ou aiguë, que ce soit un vieillard ou un enfant qui parle, que le timbre, la sonorité varie. Nous nous comprenons. Autre souvenir du temps que j'enseignais, nous montions dans un certain brouhaha les volets de marche qui menaient aux salles des étages où aurait lieu le cours. Tous les élèves parlaient très fort à leurs voisins et au milieu de la presse, de la précipitation, malgré l'essoufflement dans la rumeur ambiante, ils se comprenaient immédiatement. C'était une chose prodigieuse que, malgré ce que les informaticiens appellent le bruit, les théoriciens de la communication de l'information, malgré le bruit qui pouvait être considérable, chacun saisissait les traits pertinents de ce que l'autre lui disait, et la preuve en était qu'il lui répondait du tac au tac, et à point nommé. Merci. Je m'attendais à ce que vous parliez du signifiant et du signifié, mais vous nous en avez épargné, merci. Et je vais quand même en parler, moi, pour ma part, pour la prochaine question. Donc, en s'appuyant sur ce que vous venez de me dire, il y a quand même une idée de convention sociale, c'est-à-dire que chacun s'accorde sur le fait d'utiliser ce mot-là pour se comprendre, cette forme-là, et d'y inclure ou d'y encapsuler ce sens. Ma question, surtout en ayant étudié quelques autres langues, quelques philosophies, quelques croyances, est-ce que l'objet langage
peut avoir une certaine indépendance en lui-même, ou est-ce que c'est une pure convention sociale? Est-ce que c'est uniquement lié au locuteur, ou est-ce que on peut se dire qu'il y a une espèce d'indépendance, ou est-ce que c'est une pure convention sociale? Ceux qui tendent à créditer le langage d'une vie propre, essentielle, j'emploie un très grand mot, transcendantale, souffrent d'une déformation professionnelle, sont des savants, c'est-à-dire des gens qui s'abstraient du monde dans leur cabinet, leur réduit, leur étude, pour examiner le langage indépendamment des usages auxquels ils se prêtent. C'est un danger qui menace toute recherche. Lorsque elle ne prend pas en compte le fait que pour s'exercer, elle doit en quelque sorte se détacher du contexte qui confère son existence à son objet. Le langage est une convention sociale comme le sont par exemple des gestes aussi simples que de tendre la main. Lorsqu'on salue quelqu'un ou, à une certaine époque, du moins de retirer son chapeau. On s'est rappelé que tendre la main droite signifiait que l'on n'était pas armé, que l'on venait en paix. Puisque jadis, en France comme ailleurs, enfin comme en Angleterre, on tenait le côté gauche du chemin, de la route, et on allait à la rencontre d'un éventuel promeneur qui pouvait être une menace contre lequel on pouvait être amené à tirer l'épée, ou lorsque on était animé d'intentions pacifiques, à qui on montrait simplement qu'on n'avait pas d'arme, d'épée, de poignard dans la main droite. On a oublié, mais on continue de tendre la main. Il est insultant de garder son chapeau chez quelqu'un. Il était insultant. En Europe. Parce que, jadis, ce n'est pas un chapeau qu'on a sur le crâne, mais un casque. Et entrer quelque part, casque en tête, annoncer des intentions peu pacifiques. Oui. Ce sont des conventions. Encore que l'un et l'autre de ces deux gestes ont gardé un caractère analogique. Alors que c'est des acquisitions dont nous sommes redevables à Saussure, le signe est arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre un son et un sens. La preuve, on pratique 5000 langues sur la Terre. Elles se subdivisent en un certain nombre de familles qui n'ont aucun trait commun. On perçoit assez nettement la parenté qui existe entre le français, l'espagnol, l'italien, le roumain. En revanche, lorsqu'on examine le finno-ougriен, le hongrois ou le finlandais, ou le basque ou le chinois, on voit bien que leurs mots ne ressemblent en aucune façon aux nôtres. Néanmoins, sous ces dehors sonores tout à fait dissemblables, eh bien, ils disent la même chose. Le père se dit je ne sais trop comment, la mère, la maison, etc. etc. Si les langues n'avaient pas ce caractère conventionnel, arbitraire, il n'y aurait qu'une seule langue sur la Terre. Nous serions comme les moutons, dont j'imagine que le bêlement est à peu près similaire partout sur la Terre. Or, dès qu'on s'écarte si peu que ce soit du point de notre naissance, force nous est de constater que de l'autre côté du Rhin, on parle de quelque chose qui nous est quand même assez relativement étranger. Même chose lorsqu'on a franchi la Manche et les Pyrénées et les Alpes. Les langues sont des conventions. Et en même temps, cette convention a un caractère coercitif. Naturellement, je peux sacrifier ce qu'on appelle la glossolalie, m'amuser à déformer le son des mots. Mais je m'expose à un péril mortel, je ne serai plus compris de mes semblables. Et il ne faut pas avoir duré bien longtemps pour comprendre que je dépends de... sans les autres hommes, mon espérance de vie ne dépasse pas 24 heures. Donc, compte tenu... je vais citer Aristote maintenant. Bon, l'homme est zoon politikon, l'homme est un animal politique. Il est hors de question qu'un individu isolé, tel l'éléphant ombrageux et solitaire ou le lion superbe,
nous sommes chacun si chétifs, si vulnérables, si dépendants, que notre salut est conditionné par le groupe d'appartenance. Et ce groupe, invariablement, parle une certaine langue que nous ne serions pas mal inspirés d'apprendre le plus vite possible et d'utiliser toutes les fois où s'en impose la nécessité. Alors, qu'est-ce que vous répondez à M. Sartre qui nous dit que l'enfer, c'est les autres? C'est une époque, c'est les années 1950 en France, après la guerre, c'est une des thèses sartriennes. Je préfère Aristote, auquel j'ai fait allusion, ou encore un philosophe un peu économiste qui s'appelait Karl Marx, et qui était, comme la plupart des philosophes allemands, l'essence de l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux. L'individu est peut-être une illusion. Je pense à un sociologue qui s'appelait Pierre Bourdieu, et qui évoque quelque part, avec une rudesse toute rustique, le lieu prétendu de la subjectivité. Nous sommes du social individué, nous sommes de l'histoire incarnée. La langue que nous parlons a à peu près un demi-millénaire d'âge. Nous en connaissons l'histoire. Et il n'y a pas besoin de chercher beaucoup ni longtemps pour comprendre que si nous parlons le français, et non pas quelque chose qui ressemblerait par exemple au breton ou au gallois, que je pratiquais, une langue celtique. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est parce que nous avons eu, entre 57 et 51 avant Jésus-Christ, la visite des légions de César. Il reste à peu près 50 mots de Gaulois dans la langue que vous et moi parlons tout uniment. Et chose un peu gênante à dire, enfin pour des Français, ce sont des mots qui désignent des choses de valeur nulle. Grand Seigneur, les Romains ont imposé leur langue, leurs mots à tout ce qui avait de la valeur, et ce qui en était absolument dépourvu conserve encore, si je puis m'exprimer de la sorte, ces braies, ce sont les pantalons à rayures que porte Obélix, gauloise, et l'espèce de saillon qui complétait le vêtement de nos ancêtres. Il y a une autre question que j'aimerais vous poser, que j'aime bien poser à mes interlocuteurs. Donc nous sommes un animal social, nous sommes l'animal... Et politique. Et politique, oui. Doué de langage, nous sommes l'animal doué de langage, oui. Et nous sommes l'animal pensant. Oui. Alors on va essayer de mettre tout en même temps, de tout résumer en même temps. La question est, selon vous, est-ce que le langage précède la pensée ou est-ce que la pensée précède le langage? C'est peut-être l'œuf et la poule. Il y a des pensées, oui, on peut parler de pensée. Celle des rêves peut-être, celle des états de malaise profond, quand le cœur commence à faire des siennes, qu'on est au bord de la syncope, qui semble échapper à la loi d'airain, de fer, du langage, qui est d'être essentiellement double. Un plan du contenu, un plan de l'expression. Un signifié, un signifiant. Mais c'est une zone obscure, mal pénétrable, mal explorée. Il y a de même qu'il existe une pensée animale. Les mammifères supérieurs sont dotés d'un équipement cérébral suffisamment volumineux et différencié peut-être pour engendrer, sécréter, produire quelque chose qui mérite le nom de pensée. Mais, pour autant que je puisse en juger, il n'y a que nous, les primates, mieux, les homo sapiens, les homines sapientes, pour engager immédiatement dans toute interaction ce système biplan que nous appelons le langage et en tirer le parti prodigieux que vous ne pouvez pas, que nous ne pouvons pas ne pas constater. Nulle autre créature ne nous dispute la suprématie.
Nous sommes juchés sur la pointe des pieds, au sommet, à l'extrême pointe de l'énorme pyramide du vivant. Ceci parce que nous pensons et nous parlons, ou nous parlons donc nous pensons. Tel est, semble-t-il, l'étrange destin que, je ne sais trop quoi, la nature, l'évolution naturelle nous ont assigné. Il va falloir qu'on parle sur notre média de deux choses dont vous avez parlé, qui feront l'objet, je l'espère, d'autres interviews. C'est l'inconscient et le monde des rêves, donc, qui sont aussi des langages qu'il faut décrypter, et qui, comme vous le dites, parfois n'emploient pas de concepts langagiers ou qu'on connaisse, qui n'emploient pas de mots. C'est des choses, on se parle à nous-mêmes, oui. Notre inconscient nous parle, et c'est quelque chose qui est dans les projets. Donc je préviens mes auditeurs, c'est quelque chose qui va arriver. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un auteur que l'équipe de Language and Meaning aime beaucoup, qui est George Orwell. Oui. Je vais lire un passage de son livre en anglais qui s'appelle Politics and English Language, et ensuite je vais le traduire en français et vous demander votre avis. Oui. Donc, in our time, political speech and writing are largely the defense of the indefensible. Thus, political language has to consist largely of euphemism, question begging and sheer cloudy vagueness. Je traduis. De notre temps, le discours et l'écriture politique sont largement la défense de l'indéfendable. Ainsi, le langage politique consiste largement en des euphémismes, des demandes de questions et en un pur vague nuageux. Donc Orwell a écrit ça en 1946. Quel est votre commentaire? Est-ce que ça vous inspire sur la situation politique actuelle? Sur la quasi-totalité des situations politiques, hormis les périodes de crise, où on appelle un chat, ou mieux, pire, on use délibérément de langage cru, meurtrier, pour désigner l'adversaire et ajouter ce qu'on pourrait appeler la violence symbolique à la violence physique. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce journal qui s'appelait Le Père Duchesne et qu'imprimait les hébertis, c'est-à-dire l'extrême gauche, sous la Révolution. À chaque ligne revenaient les foutres et les bougres bulgares, les homosexuels. On déprécie l'adversaire. On s'efforce de le nier d'abord symboliquement, avant de le réduire, de l'anéantir physiquement. Habituellement, lorsque les relations entre les groupes n'ont pas revêtu un caractère d'hostilité ouverte, déclarée, exterminatrice, on est tenu, pour sauvegarder, allons-y, la paix sociale, de modérer quelque peu ces expressions, sachant que ceux qui dominent, ceux qui sont les bénéficiaires d'un certain état de choses, ont tout intérêt à le peindre sous des couleurs bénignes, acceptables, idylliques, virgule presque, au lieu que ceux qui pâtissent, ceux-là ont intérêt, au contraire, à aviver les contours de l'opposition, du conflit. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, du côté du langage officiel, de la droite, les partenaires sociaux. Nous aurions un certain nombre d'intérêts, nous partagerions un certain nombre d'intérêts, nous aurions des intérêts communs. Alors que le langage de l'extrême gauche, les travailleurs d'un côté, les capitalistes de l'autre. Bon, si, je cite encore le prophète Renan, le philosophe allemand barbu, l'histoire des sociétés depuis les origines et l'histoire des luttes de classe, il est évident que ceux qui bénéficient de cet état de choses ont tout intérêt à le rendre acceptable, tandis que ceux qui en pâtissent, à l'inverse, doivent accuser, souligner, rendre patent, éclatant, manifeste, en usant éventuellement un langage outré, eh bien, ce qui est cause de ce qu'ils sont mécontents. Bon, pour le coup, je ne trouve pas que Wells ait inventé la poudre. Ce qu'il dit
on l'a toujours su, à sa décharge peut-être, le fait qu'il a été l'habitant de ce qu'on a pu appeler le siècle des loups, le siècle de l'abomination, de la désolation qu'a été le XXe siècle. Il était aux premières loges, il a fait la guerre d'Espagne, il s'est trouvé mêlé à l'horreur de ce siècle, et je m'explique qu'il ait pu se montrer plus particulièrement attentif à ce que disaient sur la scène publique des gens qui, en sous-main, avaient des procédés criminels, il n'y a pas d'autre mot. Où avais-je lu quelle étude avait été consacrée à la langue nazie pour désigner les juifs, le matériel. Curieusement, c'était des monstres, mais ils se croyaient malgré tout tenus de minimiser, de relativiser les actes barbares qu'ils perpétraient. Une fois qu'on a déchu quelqu'un de sa dignité d'homme matériel, alors effectivement, on peut se croire habilité à le traiter comme une chose. Un Allemand, pour le coup, qui s'appelait Kant, a évoqué ce qu'il appelle la loi morale et a donné à tous les hommes pour précepte de toujours traiter d'autres hommes comme des fins, jamais comme des moyens. Et il doit en paraître quelque chose dans le langage qu'on en retient. Rien n'est sensible comme les hommes que nous sommes aux atteintes, aux blessures symboliques. Non seulement des coups, des atteintes physiques sont une source de souffrance, mais rien n'est plus cuisant qu'une atteinte symbolique. En quoi nous sommes bien des créatures à part. Vous avez parlé de plusieurs auteurs, plusieurs penseurs. Lors de notre entretien préliminaire, vous m'avez parlé de 2 catégories d'auteurs. J'ai oublié, aidez-moi. Vous avez parlé des auteurs de salon. Ah oui. Et des auteurs acteurs, les auteurs... de plein air. Voilà, de plein air. Alors j'aimerais que vous nous réexpliquiez cette distinction et peut-être pour notre audience, donner des conseils de lecture sur les gens de ma génération, donc 25, 30, 35 ans. Les nouveaux arrivants. Alors la distinction d'abord. C'est une question gravissime que celle que vous vous hasardez à agiter. La littérature, l'expression appuyée sur la lettre, enferme par le fait, de par sa nature même, un péril mortel. Celui qui écrit est assis au chaud ou au frais, au calme, dans un bureau, dans une chambre, le cœur tranquille et l'esprit en paix. Il est hors de question d'écrire sur le champ de bataille. Vous ne vous voyez pas brandissant votre sabre ou chargeant à la baïonnette et débitant des hexamètres dactyliques, comme le fait Homère. Bien entendu. Un signe qui ne trompe pas. Homère est aveugle. C'est un infirme. La corporation des scribes, des rhapsodes, des aèdes, des lettrés illustrerait presque à elle toute seule un traité complet de psychopathologie. Il y a une division du travail dès le début. Ceux qui en ont la capacité sont sous les armes et défendent les murs de la cité. Ceux qui sont mal faits, infirmes d'une façon ou d'une autre, sont voués, prédisposés à dire ce que les autres font. De sorte que cette sous-catégorie de spécialistes du symbolique va s'employer à dire, à énoncer, à décrire ce que les fauves du temporel, pour parler comme Sartre, ont accompli sur le champ de bataille sous les murs de Troie, ou bien sur la mer, je cite Homère, couleur de vin. Le danger est là. Celui qui écrit, qui pense ce que les autres font, va projeter sur l'objet
les dispositions pacifiques, quiètes, bénignes du sujet qu'il est. Je ne sais pas si je me fais comprendre bien. Le monde consiste pour partie dans les choses dont il est fait, mais pour partie dans l'idée que je m'en fais. Ce que la plupart des livres nous rapportent, ça n'est pas ce qui s'est passé sur site, quand c'était le présent pour les intéressés, qui bien souvent d'ailleurs n'y ont pas survécu, mais l'idée que s'en fait quelqu'un à l'écart longtemps après. La littérature est, par essence, par nature, décontextualisée, hors lieu, hors temps. Parce qu'il est hors de question d'écrire lorsqu'on est engagé corps et âme dans l'action, dans le réel, au présent. Je peux le dire autrement si je me suis mal fait comprendre. C'est tout à fait clair. Ce me semble être le fait capital. La totalité de l'histoire de la littérature est hantée par cette espèce de contradiction dans les termes qu'il y a à décrire quelque chose qui, de par sa nature propre, exclut la description. Il y a l'action et la contemplation. Nous sommes plus ou moins souvent requis pour agir. Les innocents de votre sorte sont arrivés après que le XXe siècle eut pris à peu près fin. Je n'ai connu ni la Première, ni la Deuxième Guerre mondiale. Mon père et mes grands-pères y ont été engagés. Et je me souviens très bien qu'enfant, quoique le théâtre des opérations eût quitté la métropole, j'ai eu vent de ce qu'on se battait des Français. En Indochine d'abord, en Algérie ensuite. Une sorte de menace permanente, chronique, fatigante, pèse sur le monde depuis toujours et sur l'Europe en particulier depuis toujours. À intervalles réguliers, les hommes valides sont requis sur la frontière pour combattre et mourir. Longtemps, ils n'ont pu en témoigner. Ils étaient illettrés, ils parlaient le gascon, la langue d'oc. Et la littérature, elle s'écrit en français, c'est-à-dire en dialecte de l'Île-de-France, qui est une langue légitime en 1539. Et puis, à un certain moment, et par l'effet de la généralisation, au moins de l'enseignement primaire, tous les Français, tous les Européens, ont su lire et écrire. Et ont commencé de rendre compte des expériences qu'ils faisaient. La plupart des livres ont été composés par des gens qui n'avaient jamais fait attention, pris garde à ce qu'il y ait une sorte de contradiction dans les termes entre agir et écrire. Et c'est le mérite, la gloire d'un écrivain américain qui s'appelait William Faulkner, d'avoir compris que la plupart des livres étaient entachés de cette espèce d'erreur principielle, qui fait qu'on ne parle pas des choses, mais de l'idée qu'on s'en fait, alors qu'on ne s'y trouve pas mêlé, et qu'on ne sait pas en quoi vraiment elle consiste lorsque c'est la réalité pour de bon, pour de vrai. Un exemple tout simple. Il est question à un certain moment d'Hector combattant Achille. Et on a une longue description du bouclier d'Achille. Mais le bouclier d'Achille n'est que pour le poète qui s'est peut-être appelé Homère. Son adversaire ne regarde pas le bouclier. Ce serait une faute. On ne va pas étudier avec soin les magnifiques figures gravées dans la plaque d'or qui couvre le bouclier d'Achille. On regarde le regard d'Achille et on guette la lueur qui va s'allumer lorsqu'il va darder son javelot. C'est une faute. Comme dit Faulkner, de façon très laconique, c'est pas ça. Alors naturellement, on peut très bien s'accommoder de ce bel artefact. Mais la réalité, si d'aventure, nous prétendons savoir quelle elle est. Et c'est sans doute l'axiome directeur de notre philosophie. La réalité, c'est pas ça. La vision des choses que l'on a lorsqu'on est engagé ne correspond pas du tout à celle que s'en fera celui qui vient après et qui parle sans que rien le menace. C'est ça la littérature pour moi. C'est cet effort prolongé, 3 fois millénaire, pour fixer dans ce registre, qui est celui de l'écrit, la vérité de ce qui est arrivé. C'est la définition du monde que donne un logicien autrichien qui s'appelle Wittgenstein. Le monde, c'est ce qui arrive. Et nous avons à notre disposition ce prodigieux médium qui est l'écrit, sachant que il ne faut
prendre bien garde lorsqu'on en use, à ne surtout pas oublier qu'on est en train d'en user. Et non pas d'en découdre le javelot ou l'épée à la main, remparé derrière un bouclier contre les Troyens ou les Achéens, les Grecs. J'ai vu un ouvrage sur l'une des étagères de votre bibliothèque, dont l'auteur s'appelle Ernst Junger. Oui. Donc Ernst Junger, c'est un écrivain du présent. On est d'accord. Sur le champ de bataille, il écrivait. Ah, tout à fait. Est-ce que vous conseillez la lecture? Oui. Là, on part sur les conseils de lecture. Il nous faut des conseils de lecture. Oui. Il n'écrivait pas proprement sur le champ de bataille, mais il prenait des notes. Et il avait raison, parce que les affects sont d'une intensité telle qu'ils ont tendance à s'estomper, à s'effacer, dès qu'on a retrouvé ce qu'on pourrait appeler une vie normale. C'est-à-dire que chacune des secondes qui vient n'est pas grosse, en quelque sorte de destruction. Bon, il y a quelque chose d'exceptionnel au sens mathématique du terme dans la vie de Junger. Il était blessé 14 fois. Il était à 22 ans l'officier le plus décoré de l'armée allemande. Il a été le dernier porteur de cette curieuse décoration qui s'appelle pour le mérite. C'est la plus haute distinction de l'armée allemande, mais elle porte en français cette mention pour le mérite. Il a duré 103 ans. Il était né en 1895, il est mort, je crois, en 1998. Et légataire qu'il était, comme nous, de cette longue tradition écrite littéraire, il l'a fait servir à décrire cette chose sans précédent qu'a été la guerre mondiale. Alors, est-ce que vous auriez d'autres auteurs à nous recommander? Des millions. Notre malheur et celui de l'Europe est d'être fragmenté depuis une éternité en un certain nombre d'États-nations qui ont chacun versé une contribution à l'intelligence du mouvement général. Et il importe de prendre connaissance de ce que nos voisins anglais, allemands, italiens, espagnols ont écrit. Je prends un exemple éclatant. Vers la Renaissance naît l'individu conscient de soi. Il n'est pas tombé du ciel, il n'a pas été apporté dans une serviette par une cigogne, il est un produit, une création de l'État-nation. De ce type de structure politique entièrement neuf, qui apparaît en Europe et qui diffère très profondément des anciens empires. Il existe une autorité centrale qui règne sur un ensemble territorial intégré auquel elle prescrit sa langue, le français pour ce qui nous concerne, sa monnaie, ses poids et mesures, ses lois. Il fut un temps où on pouvait échapper à la justice seigneuriale en passant dans le duché voisin. C'est fini. Une formule de Junot que j'avais trouvée savoureuse. La nuit ne tombe jamais sur le pays gendarme. Où que vous alliez, vous tomberez sous le coup de la loi édictée par la puissance centrale. S'il est vrai que penser, c'est s'abstenir de parler ou d'agir. Voilà des conditions politiques qui incitent à penser activement. Il faut regarder à deux fois à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, pour ne pas tomber sous le coup de lois précises et écrites. La littérature a à voir avec cela. Quelque chose d'entièrement neuf, une sorte d'enfant vient de naître, et les entités politiques concernées vont immédiatement publier son acte de naissance. Ce sont, en Angleterre, William Shakespeare. D'accord. Il faut avoir lu 10 fois, 20 fois. William Shakespeare, c'est peut-être le plus grand écrivain qui ait jamais été. Tout est là. Tout. Son répondant en Espagne, ils sont morts le même jour, c'est un signe. C'est Cervantes, Don Quichotte.
Et nous avons la version française. C'est un petit périgourdin, l'habitant du sud-ouest, qui s'appelle Michel de Montaigne, ou de Montagne. Je pense que la prononciation Montaigne est un effet de graphie. On devait prononcer, c'est à 70 km de chez nous, on devait prononcer Montagne, qui compose en 3 livres des essais, mais des expériences. L'expérience qu'un être neuf fait. C'est la première fois. Avec, dans tous les cas, une ouverture d'esprit qui me remplit encore et toujours l'admiration. Et par la suite, sans discontinuer, chacune de ces entités politiques, chacun de ces États-nations, vers sa contribution à l'intelligence du mouvement général. Donc on peut passer sa vie à lire. Et ce qu'il y a d'un peu déprimant, non, désespérant, c'est que quand même, on aurait passé sa vie à lire, on ne viendra pas à bout de ce qu'il importait de lire. Je parle d'expérience, on peut lire à peu près 5000 livres dans une vie. Pas plus. Donc il faut bien choisir. On a le choix. 5000 livres, je pense que... C'est peu. Il y en a 11,5 millions à la Bibliothèque nationale. Ça représente la 2/1000 partie du trésor graphique entreposé dans les tours du quai de Bercy. D'accord. Bon, on a une petite liste pour nos auditeurs. On a 3 auteurs là, qui sont bien solides. Bien sûr. Je pense qu'on aura un bon os à ranger pour quelques temps. On touche à la fin de cette interview. Est-ce que vous aimeriez parler de quelque chose dont nous n'avons pas parlé? Peut-être votre livre, Le corps de la lettre, je ne sais pas. Non? On m'a demandé mon sentiment à ce propos. Je me suis exécuté, sachant qu'il s'agit de choses auxquelles j'avais pu m'intéresser sans croire devoir noter, écrire ce que je pensais de cette fortune prodigieuse que l'image d'une tête de taureau, d'une maison à toit plat, d'un coup de chamelle, d'une porte, d'un soupir epsilon. À les connaître après que des gens parfaitement anonymes, des génies inconnus, s'aviseraient de noter les sons de la parole, de les transcrire au moyen de ce symbolisme élémentaire, nous facilitant ainsi la vie comme rien, ni personne jamais ne l'avait fait. Merci. Maintenant arrive notre question traditionnelle de ce média. On a parlé pendant maintenant 1h30 du sens des mots, du sens des livres, du sens des choses. Selon vous, quel est le sens de la vie? Celui que nous lui prêtons. Pour le coup, la question ne se pose guère que pendant les brefs moments de répit que nous avons ou dans les instants de détresse. Nous sommes à ce point occupés, accaparés par le soin de tous et de tout, qu'il est quant au fond assez rare qu'on voit quelqu'un s'immobiliser au milieu de la rue, sur la place publique, et se demander quelle signification s'attache à ses gestes, à ses pensées, à ses volontés. À la limite, c'est une question d'esthète, ou de gens qui disposent d'un certain loisir. Mais si j'en crois ce que je vois autour de moi, bon, chacun a une certaine idée de ce qu'il convient de faire, il importe de faire, il est vital de faire. Et ça n'est que tout à fait exceptionnellement qu'on peut être pris d'un doute effrayant sur la signification qui s'attache à nos actes, à nos pensées, à nos inclinations, à nos hantises, à nos haines. Monsieur Pierre Bergogneau, merci.
Je vais être un petit peu gourmand, je vais vous poser 2 questions qui ne seront pas dans l'interview, c'est tout à fait égoïste. Est-ce que vous pourriez nous parler de M. Pierre Bourdieu? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce que la reproduction, par exemple? Eh bien, c'était un travail très nécessaire au tout début des années 60, lorsque le corps enseignant, en général, et le restant de la population était ou semblait acquis au mythe de l'école libératrice. Bourdieu établit, chiffre à l'appui, que loin d'offrir à tous des chances égales d'accéder au pouvoir et aux biens dont l'école est la condition, eh bien l'école reproduisait de façon douce, sans violence aucune que symbolique, l'inégalité de la distribution. En gros, il a montré qu'il y avait un rapport entre l'origine sociale et la réussite scolaire. Ce dont peu de gens étaient convaincus. Il n'est pas jusqu'au Parti communiste français qui, à l'époque, n'est sacrifié à ce mythe de l'école libératrice. Et Bourdieu raconte quelque part quel frais accueil il avait reçu de la part des dirigeants et des militants communistes auxquels il avait pris la peine d'aller livrer le fruit de ses travaux, de ses recherches, de ses réflexions. Bourdieu, à mes yeux, est le philosophe du XXe siècle. Le livre majeur de philosophie du XXe siècle s'intitule Le sens pratique et a été imprimé sous le timbre des éditions de Minuit en l'an de grâce 1980. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous parler de Karl Marx? Alors je vais citer le magazine Time Life. C'est l'intellectuel du millénaire. Celui qui, d'un ampleur puissant, irrésistible mouvement du bras de son esprit, rassemble tous ceux qui ont versé à la question du destin de l'humanité ses prédécesseurs, résume du haut de ses 29 ans, en 30 pages, toute l'histoire de l'humanité depuis le commencement, et trace un capital imprimerie de 2 mètres de haut au fronton de demain, ce que sera son avenir. Ça fait partie de ces intelligences qui m'effraient, effrayantes. Ils ne sont pas tellement nombreux, mais je sais que lorsque je lis Shakespeare dont nous parlions, Marx, quelques autres, je me sens frissonner, vaciller, d'esprit dont la pénétration passe mon chétif entendement. Étant bien entendu que marxiste, conformément aux prescriptions du prophète Renan, je vois très bien en quoi il fallait que ce soit plutôt un Allemand d'origine juive qui se charge au XIXe siècle de dresser un tableau à peu près complet, à grands traits, de l'histoire de l'humanité depuis les origines et lui indique où se trouvait l'avenir. Nous autres Français ne philosophons pas ou fort peu. Ceci pour une raison toute simple que Marx a expliquée. Si l'Allemagne est la patrie de la philosophie, c'est parce qu'elle n'existe pas. L'Allemagne n'a existé comme État constitué et centralisé qu'en 1871 à nos dépens. Mais avant ce moment, c'est une mosaïque de duchés pygmées et de minuscules principautés. Elle ne veut pas s'avancer sur la scène du monde pour y imposer sa loi, sa langue et s'y tailler des empires. Dans combien de pays sur la Terre parle-t-on allemand, hormis l'Allemagne? Regardez où l'on parle espagnol, portugais, anglais, français. L'Allemagne n'existe pas. Quand on ne peut pas agir, on pense. La France existe, l'Angleterre, l'Espagne, donc elles sont assez chiches en philosophes. Il y a pire pour ce qui nous concerne. Je cite le journaliste Pierre Lepape, la France est le pays de la littérature. Nous n'avons pas forcément les plus éminents des écrivains,
Mais nulle part, à aucun moment, dans aucun pays, on a vu se succéder sans discontinuer pendant 5 siècles autant d'œuvres du premier rang. Depuis le début du XVIe siècle, c'est à jet continu que sortent les livres qui éclairent chacun des moments dont notre histoire se compose. Il n'y a qu'un seul silence qui dure 50 ans et qui sépare très précisément le décès simultané en 1778 de Voltaire et de Rousseau, de la publication en 1830 des Chouans de Balzac et de Le Rouge et le Noir de Stendhal. Dans l'intervalle, on fait la Révolution. On éradique les institutions d'Ancien Régime et on circule le fusil sur l'épaule, baïonnette au canon, des sables brûlants de l'Égypte aux neiges infinies de la Russie, du fin fond de l'Allemagne au fin fond de l'Espagne, avant que l'aventure ne prenne fin. On est beaucoup trop occupé à batailler pour écrire. Mais une fois le tumulte retombé, il se trouve des bourgeois, pour le coup, ils n'ont plus d'aristocrates, pour prendre la plume, et voilà. Et donc vous venez de parler de 5 siècles successifs de Grande Plume. Aujourd'hui, c'est qui, selon vous, les grands auteurs? Nous le saurons dans 30 ans. Alors, qui étaient les grands auteurs d'il y a 30 ans? C'est facile. Le plus grand s'appelait Samuel Beckett, qui était d'origine irlandaise, mais qui écrivait en français mieux que qui que ce soit. Il y a un autre auteur que je trouve très important, qui s'appelait Claude Simon, qui nous a quittés voilà déjà une dizaine, une quinzaine d'années. C'est eux qui, me semble-t-il, ont rendu compte dans les termes les plus approchés, les plus suggestifs de la tragédie à laquelle ils s'étaient trouvés mêlés. Je voudrais ajouter quelque chose. Il manque un certain nombre d'œuvres sur les rayons de la bibliothèque, parce que ceux qui avaient vocation à les écrire ont été anéantis à 20 ans ou 30 ans sur les champs de bataille. L'espèce d'abaissement, d'affaissement dont ce pays est frappé dès les années 20 et qui s'est prolongé pendant, je crois, un demi-siècle, tient à ce que les jeunes hommes qui avaient vocation à faire de la littérature, de la philosophie, de la science, de la politique, ont été tués sans avoir eu le temps ni de se reconnaître, ni de se faire connaître. Alors, 2 exemples. Alain Fournier, qui a donné un livre magique qui s'intitule Le Grand Maulne, tombe à l'âge de 86, 28 ans à peine révolus, dans les bois de Saint-Rémy-la Calonne, près de Verdun. Le fils d'Émile Durkheim, qui est un des fondateurs de la sociologie, qui s'appelait André Durkheim, et qui était officier, est tué à Salonique en 1917. Et son père meurt de chagrin à 59 ans. Ça vaut pour tout le monde. Le corps qui a été le plus éprouvé en termes relatifs, ce sont les instituteurs. Ils étaient officiers, donc ils prenaient l'initiative, payaient d'exemple et se faisaient descendre immédiatement. Il y a là une sorte d'affaissement, parce qu'on a cru pouvoir s'offrir le luxe d'engager la lutte à mort avec nos voisins